Et bienvenue sur cette e-conférence organisée conjointement par Groupe Open et Smart Testing. Alors, je suis Michel Guèze, président et cofondateur de Smart Testing, et je serai aujourd'hui l'animateur de cette e-conférence. Mais évidemment, les acteurs principaux, comme vous le savez, sont nos deux experts, Françoise Barbeau et Bruno Lejard. Alors, Françoise est responsable de l'offre testing au sein d'Open, mais elle est aussi directrice adjointe du centre de production testing d'Open, notamment sur le site de Nantes. Françoise anime également le chapter France TMMI pour le compte du CFTL, multi-certifié, Safe, Scrum Master, TMMI, Coach Testing, bref, vous avez affaire à une experte testing avec une expérience terrain très riche et variée depuis plusieurs années. Et puis, Bruno Lejard, qui lui aussi a plusieurs casquettes. La plupart d'entre vous connaissent Bruno pour son rôle au sein du CFTL. Il a été pendant des années la cheville ouvrière de l'organisation de la JFTL. Mais il est également actif au sein de l'ISTQB. Il est cofondateur et CSO de Smart Testing. Et enfin, il encadre des travaux de recherche, notamment sur le machine learning appliqué à l'automatisation des tests, au sein du laboratoire informatique de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, cette e-conférence est le point d'orgue de travaux conjoints réalisés par Françoise et Bruno sur les impacts pour le test de la transformation vers l'agilité métier des organisations. Travaux qui ont donné lieu à la production d'un livre blanc accessible sur le site internet d'Open et sur le site internet de Smart Testing. Et puis aussi, ça a donné lieu à des courtes cartouches vidéo dont la première est déjà en ligne et les suivantes suivront très prochainement. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger le livre blanc si ce n'est pas déjà fait sur les sites de Smart Testing et d'Open. Alors évidemment, ces ressources, que ce soit le livre blanc ou les cartouches vidéo, sont des formats unidirectionnels de nous à vous. Avec cette e-conférence, notre volonté est d'avoir un événement interactif, vous donner l'opportunité d'interpeller nos experts et d'obtenir des réponses aux questions que vous vous posez. Alors, on ne peut pas donner la parole à tout le monde, on ne peut pas ouvrir tous les micros, mais vous pouvez utiliser la fonction question, d'ailleurs plutôt la fonction question que la fonction chat de la plateforme de webinar pour poser vos questions, faire des commentaires, des remarques, etc. Et je me ferai votre porte-parole en relayant vos questions à Françoise et Bruno. On a également un invité, un témoin, en la personne de Jérémy Delot, qui est en charge du test engineering et du test automation chez Crédit Agricole Assurance. Jérémy interviendra à quelques moments clés de la e-conférence pour vous dire ce qui a été mis en place chez CA Assurance et les initiatives pour les mois à venir. Voilà, on a pris quelques minutes pour cette introduction. Ça a permis aux derniers arrivants de se connecter tranquillement. Alors, on peut commencer et pour cela, je vais demander d'abord deux choses à Françoise et Bruno, de nous repréciser ce qu'est l'agilité métier et puis de nous expliquer ce qui les a poussés à travailler ensemble sur l'impact pour le test de la transformation vers l'agilité métier. Peut-être je vais commencer, donc Françoise, si tu veux. Alors, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble avec Françoise sur différents aspects liés au process, aux pratiques, aux évolutions des organisations, en particulier dans le contexte du Comité français des tests logiciels, du FTL. Et le point déclencheur, c'était la conviction commune que les difficultés de cette transformation qu'on constate sur le terrain, et on va avoir des chiffres juste après dans l'enquête du CFTL et puis dans les remontées de terrain, les difficultés liées à la vitesse de la transformation ne sont pas une fatalité, qu'il y avait des éléments clés, des bonnes pratiques, et en particulier, on va le voir dans cette vision de bout en bout de la façon d'appréhender la réorganisation des pratiques de test
organisations de tests et que c'était là-dessus qu'il fallait construire pour mieux faire face aux défis que… La volonté commune qu'on a eue, c'est de formuler ça. Voilà, de l'écrire, de le partager dans des vidéos et surtout de le discuter, puisqu'il ne s'agit pas de… On a fait remonter des constats, de ce qu'on voit sur les différentes situations, contextes clients, donc qu'on appréhende, mais voilà, avec l'envie de le partager, de l'échanger, d'avoir aussi cet échange riche qu'on va avoir aujourd'hui. Donc le point de départ, c'est cette compréhension. Voilà, c'est difficile aujourd'hui parce que les choses se sont fortement accélérées. Alors, juste pour terminer, puisque tu as mis ce slide en avant, Michel, c'est notre premier support que vous retrouverez du reste dans le livre blanc, mais aussi donc dans les éléments sources sur le site du CFTL. L'enquête du CFTL qui a l'intérêt d'être réalisée périodiquement maintenant depuis 2013. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne voit pas seulement un instantané, comme les chiffres qui vous sont montrés là, mais les tendances. Et ces tendances, ce qu'elles mettent en évidence, c'est d'abord une accélération de cette transformation. Ça va très très vite et ça pose des difficultés, cette accélération de la transformation. Le deuxième élément qui est important, et je vais passer la parole, c'est le fait que c'est piloté par la valeur. Il y a une volonté des organisations de piloter la transformation agile par la valeur, délivrer réellement, de le benchmarker, de le mesurer et que c'est un impact réel sur leur compétitivité. Donc voilà, rapidité, pilotage par la valeur, impact, voilà les mots-clés qui drivent les organisations aujourd'hui. Merci Bruno. On peut effectivement rajouter, compléter avec le fait que finalement, dans ce pilotage par la valeur métier, le test va finalement s'imposer peut-être encore plus qu'avant comme vecteur de la qualité sans laquelle il ne peut pas y avoir de valeur délivrée. Et voilà, ça c'est aussi un élément qui nous a poussé à travailler ensemble avec Bruno. Alors c'est vrai qu'on se connaît effectivement depuis longtemps avec la JFTL, mais je crois qu'on partage vraiment une passion commune sur ce métier du test, sur sa professionnalisation, sur l'adaptation de ce métier aux différents défis qui arrivent régulièrement d'année en année. Et puis, on a une complémentarité aussi, Open Smart Testing, puisqu'Open est partenaire des solutions de Smart Testing. Donc, voilà, on a l'habitude d'échanger sur tous ces sujets. On peut d'ailleurs le voir dans les défis, peut-être, voilà, sur lesquels je vais te laisser continuer, Françoise, qui sont finalement qui remontent. Alors, effectivement, sur ces défis, au niveau de la transformation, on en a relevé 3 importants, mais il est évident qu'il y a plusieurs défis. Mais le premier défi, c'est ce qu'on a appelé la collaboration entre les équipes IT et métiers pour accroître la valeur délivrée. Et ça, c'est important. J'accompagnais un client fin d'année dernière qui avait commencé sa transformation agile au sein de sa DSI sans impliquer les métiers. Et en fait, très rapidement, il a été confronté à des problèmes d'échange avec le métier, à des problèmes de priorisation. Et je pense qu'il n'a pas réussi finalement à atteindre cette notion de valeur métier, de satisfaction de ses utilisateurs finaux. Donc cet alignement, il est vraiment important. L'alignement, forcément du test et de la qualité dans toutes les activités. Et ça, c'est vraiment le premier défi. Le deuxième qu'on constate, c'est l'évolution des rôles et des compétences attendues des testeurs. Alors, je mets testeurs entre guillemets parce que finalement, dans le contexte agile, la qualité, c'est l'affaire de tous, ça vous le savez. Et on va avoir des testeurs au sein des équipes, mais on va avoir aussi des testeurs au sein de systèmes team transverses, si on est dans un contexte safe, par exemple. On peut avoir des testeurs spécialistes au sein de CRH-AV6. Bon, donc c'est vraiment, derrière testeurs, lisez partie prenante du test, parce que j'ai eu un petit échange il n'y a pas très longtemps aussi sur le sujet. Voilà. Et en fait, ces rôles et ces compétences touchent
finalement toutes les parties prenantes du test. Alors, le testeur équipier agile, cette fois-ci, hein, donc celui qui est au sein des équipes, vraiment va évoluer à travers une posture de facilitateur et d'animateur du test et de la qualité au sein de l'équipe. Donc, il va aider finalement toute l'équipe à progresser sur ce volet de l'agilité et de la qualité. Le deuxième volet d'évolution des compétences, et ça fait le lien avec le troisième défi, c'est l'évolution des compétences techniques. Le troisième défi, c'est on a une accélération des rythmes de mise en production qui, pour certains clients, sont des rythmes de 3 semaines, donc ça va vite, donc ça revient régulièrement. Et ce rythme des mises en production impose d'automatiser le plus de tests possible. Et de ce fait, cette compétence technique doit aussi évoluer vis-à-vis du testeur. Alors, soit effectivement, il a une réelle appétence et il va pouvoir se diriger vers l'automatisation, il a des compétences antérieures techniques qui lui permettent mais à minima, il doit pouvoir être capable, bien sûr, de discuter automatisation avec l'ensemble de l'équipe, de contribuer à la stratégie d'automatisation, etc., etc. Donc, on a besoin effectivement d'une évolution de ces compétences aussi, techniques. J'ai parlé d'automatisation, mais c'est vrai aussi pour l'ingénierie de la qualité au sens large, avec l'intégration continue, avec tous ces éléments qui vont de pair avec l'agilité. Alors, merci Françoise pour toutes ces... on pourra bien définir les défis. On n'a pas encore de questions à ce stade, mais moi j'en ai rencontré une assez récemment lors d'une réunion où j'ai présenté les concepts de l'agilité métier, et j'ai eu une test manageuse, une jeune femme, qui me disait je me retrouve bien dans les constats que vous faites, mais aujourd'hui la pression est forte pour nous transformer rapidement afin de répondre aux enjeux du marché. Le souci, c'est que, me disait-elle, c'est que nous subissons cette transformation. Tout doit évoluer en même temps et nous ne savons plus vraiment où donner de la tête. En réalité, c'était ça. Et elle se tournait vers moi en me demandant comment on peut s'en sortir. Et j'imagine que si cette question m'a été posée très récemment, elle doit traverser l'esprit de certains de nos participants aujourd'hui. Donc, qu'avez-vous à répondre à ça? Commencez, Bruno, Alors, si tu veux. Ouais, moi je dirais donc, que l'approche, elle est basée sur une vision des 4 piliers de cette transformation. Si tu passes au slide suivant, en fait, on ne peut pas prendre les problèmes isolément. On ne peut pas, par exemple, se consacrer à l'automatisation de l'exécution des tests indépendamment d'une vision de bout en bout de l'approche qui va de la capture du besoin jusqu'à la conception des tests, les critères d'acceptation, la conception des tests et leur automatisation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces défis, il faut les prendre de façon complète, effectivement, mais pour autant, il faut le prendre avec des lignes directrices et c'est ça qui va faciliter. C'est ça la réponse, en fait, Michel. C'est-à-dire que, et pour nous, les points clés, ils sont les suivants. C'est mettre en place les pratiques collaboratives en premier lieu et le faire de façon engagée avec le sponsoring du... on va le voir, on va détailler ça et Françoise va faire dessus, mais la question collaborative tirée par la valeur, c'est le point d'entrée. Les ateliers qu'on met en place qui permettent d'aller de l'expression du besoin jusqu'à justement la mise en place des moyens de vérifier que le besoin est satisfait, c'est le cœur du sujet. Donc, là, au travers de, c'est ce qu'on voit, le ciment global, c'est revisiter l'ensemble des pratiques sur une efficience collective, le faire après par amélioration continue, donc dans une démarche progressive, mais en gardant toujours ce cap. Et donc, c'est en gardant le cap et en itérant sur les améliorations. Et ça s'oppose à ce qu'on constate assez régulièrement, c'est-à-dire finalement des chantiers un peu dissociés
et avec finalement un manque d'efficience, un manque d'effet, quoi, un manque d'impact. Il Donc, y vous a voyez, aussi un effet voilà, tâtonnement, si je peux intervenir. Ce que je ressentais dans la question de la personne en question, c'était on tâtonne. Et je crois que justement, les travaux que vous avez réalisés sont destinés à éviter les tâtonnements et à fixer un cap finalement. c'est ça. On fait ce constat, Alors, ouais, de ouais, ces organisations qui se cherchent, qui se dessinent progressivement, qui avancent, puis voilà. Donc c'est aussi ce qui nous a motivés avec Bruno pour élaborer ce livre blanc afin d'apporter notre retour d'expérience qu'on a pu avoir, je dirais, chacun de notre côté, et faire en sorte que ça puisse vous guider, ça puisse vous aider à aller plus vite dans cette transformation sans perdre trop de temps, en fait. Donc, en bénéficiant finalement déjà de nos expériences. Voilà. c'est ça. Absolument. Et puis, avec des convictions fortes, hein, je pense qu'on va passer justement en revue chacun des 4 piliers Exactement, oui. maintenant. Et la conviction forte, c'est en particulier que le partage d'une formulation visuelle des parcours applicatifs va être un fil conducteur finalement de la capitalisation sur le couple expression du besoin et test. Et Mais que n'allons pas ça trop va vite. être… Voilà, non, mais c'est important, voilà, de aussi dire que c'est ça, on structure finalement la vision qu'on porte ensemble avec Françoise, là, dans ce livre blanc, structure une démarche de facilitation de la D'accord. transformation. Donc, on va peut-être justement passer en revue les différents piliers un par un, même si tout est lié, hein, on a bien compris que tout était lié, mais malgré tout, on va aller sur chacun des piliers, des 4 piliers, en commençant par celui de l'organisation, hein, des aspects organisationnels. Si j'ai bien lu le livre blanc, finalement, tout part d'en haut, de la hiérarchie, s'agissant des évolutions de l'organisation. Est-ce que c'est bien ça? Oui, alors, je voudrais juste rebondir sur ce terme hiérarchie, que j'aime pas trop et qui me semble de moins en moins adapté sur les organisations agiles à l'échelle. En fait, on va avoir des business owners, des managers d'entreprise qui vont donner la vision, et ça, c'est important. Et l'agilité, aujourd'hui, fait en sorte que tout le monde contribue, que les gens se synchronisent, s'alignent, que l'autonomie se développe, que la créativité aussi se développe. Donc, voilà, on est un petit peu moins dans ce modèle que l'on connaît, forcément, hein, c'est notre référence aussi, qu'on connaît sur le côté hiérarchique. Donc, voilà, je parle plutôt de vision qui est donnée par les managers de l'entreprise et qui va permettre justement à l'ensemble de l'entreprise d'avancer dans le cadre de cette vision. Alors, c'est vrai, c'est le premier pilier, hein, l'accompagnement de l'organisation. Cette vision, elle doit permettre de définir, bien sûr, effectivement, la valeur attendue, tout ça, mais elle va permettre de définir aussi en quoi la qualité et le test vont être importants dans l'entreprise. Et ça, c'est fondamental, hein, dans tout changement. Le rôle du management sur ces sujets-là est vraiment de porter ce message et de soutenir les équipes dans cette direction. Donc, la définition du niveau de qualité visé va permettre de dire voilà, effectivement, ce que l'on souhaite dans notre entreprise. Et ça va pouvoir donner lieu notamment à l'élaboration ou à la mise à jour de la politique de test de l'entreprise qui va permettre justement d'aligner l'ensemble des parties prenantes sur la différente répartition des tests, sur la mesure de la performance du test, sur tous ces sujets-là. Alors bien sûr, on le verra dans le pilier 2, mais le sujet des compétences est très important. Et donc, le manager doit impulser également des plans de formation pour former, acculturer à la fois les managers, à la fois les testeurs, mais globalement toutes les parties prenantes sur l'agilité et sur le test dans un contexte agile. Ça, c'est important aussi pour faire en sorte qu'on parle le même langage et qu'on ne perde pas trop de temps à se poser des questions sur le qui fait quoi, etc. Donc ça, c'est important effectivement de pouvoir apporter ces éléments de base. Alors bien sûr, hein,
on l'a vu tout à l'heure avec le défi, avec le testeur qui va évoluer, avec des rôles et des responsabilités qui évoluent. C'est vrai que ça nécessite aussi de repenser les carrières, les évolutions de carrière des parties prenantes sur le test, des testeurs, des concepteurs du test, des test managers, pour leur redonner de la vision dans ce contexte agile. La formation, c'est une chose, ça ne suffit pas. L'accompagnement est important derrière. Dans l'agilité, il y a un levier qui est intéressant pour justement prendre le relais de la formation, accompagner, partager, capitaliser. Ce sont les communautés de pratique. Et ça, c'est important aussi de pouvoir les mettre en place, de les soutenir, de les encourager. Ça va être le rôle du management, de les encourager, d'encourager ce développement au sein, je dirais, de collaborateurs, de groupes qui vont avoir le même métier, la même intention. Voilà. Donc ça va être également important. Et puis, rapidement, il faut qu'on soit capable de mesurer comment on avance. Est-ce qu'on avance dans la bonne direction? Est-ce qu'on avance? Quels sont les pas qu'on est capable de faire, de franchir et comment on les intègre, comment on les valide quelque part. Et ça, c'est de mettre en place assez rapidement des indicateurs, je dirais, de mesure de maturité. Ça se fait beaucoup en agilité sur les principes de l'agilité même. Il faut poursuivre ça sur le volet de la qualité. Avoir des mesures d'évolution de la qualité, des progrès qualité qui sont faits dans l'entreprise à travers tout ce que l'on va mettre en place pour cette transformation agile. Et puis, bien sûr, le soutien, l'alignement budgétaire pour permettre des investissements sur des nouveaux outils, parce qu'il y a des nouveaux outils. Il y a effectivement ces sujets-là qui sont importants et que le manager, l'organisation, doit vraiment porter tout au long de cette transformation. Donc voilà pourquoi le premier pilier sur l'organisation, il est important parce que c'est vraiment la tendance, c'est la direction qui va être donnée et ensuite, une fois que le mouvement va être lancé, c'est le soutien de ce mouvement pour l'accompagner et l'encourager pendant toute cette transformation et au-delà. Avec peut-être un point important sur les risques qu'il faut modérer. C'est-à-dire que ce qu'on peut constater dans certains contextes, c'est que ce passage à l'agilité, par exemple, le fait qu'on va dispatcher les testeurs dans les équipes, là où ils étaient constitués, va se faire dans certains cas avec une perte de savoir-faire. Dans d'autres cas, non. Quand on constitue proprement les communautés de pratique, par exemple, alors on va capitaliser et continuer à faire progresser les équipes sur les bonnes pratiques, sur les pratiques des tests. Mais dans certains cas, on voit que c'est oublié, ce qui fait que un des risques à modérer est vraiment la perte de savoir-faire. Sur finalement, qui est notre histoire dans le domaine du test. On a acquis ces savoir-faire finalement ces 15 dernières années. Et dans cette transformation, voilà. Et ce n'est pas une fatalité, encore une fois. C'est-à-dire que justement, les organisations par communauté, la dynamisation de la communauté, les confrontations des pratiques et l'amélioration continue des dites pratiques constituent des outils. Mais c'était pour dire qu'on a vu sur le terrain, on voit sur le terrain finalement aussi des régressions qui se traduisent de cash sur la perte de qualité du produit ensuite en opération. Alors, j'ai une question là qui a été posée par un participant qui dit la chose suivante. En quelque sorte, il y a quelques doutes sur les capacités des managers à comprendre tout ça. Quand on était en cycle en V, voilà la question. Quand on était en cycle en V, le test était souvent la variable d'ajustement des projets. Avec l'agilité, le test a été accusé d'être le goulot d'étranglement des projets. Et avec tout ce passif mental qui a ancré le test dans une position de mal nécessaire depuis des années, quels sont les éléments de conviction que vous utilisez, vous, Françoise, Bruno, pour mettre le test au centre des préoccupations des managers? Alors, peut-être je peux réagir à ça. Ce que j'ai en tête, c'est l'évolution du wording, de l'expression, où on est passé donc d'assurance de la qualité et où on parle maintenant d'ingénierie de la qualité, quality engineering. Et ça, ça veut dire que, bien sûr, qu'on a design basé, voilà, qualité par construction, quality by design,
Mais ce concept de la qualité intégrée se traduisant par une organisation qui assume l'ingénierie de la qualité, dans l'ingénierie de la qualité, il y a l'ingénierie des tests, hein, évidemment, peut être la bonne réponse à ça. C'est-à-dire que à une réponse qui est un peu le déni, en fait, hein, eh bien, est une réponse par le haut. Par le haut, c'est dans la compétence, dans l'ingénierie, dans les technologies, pour justement intégrer l'ensemble des facettes du test. Et je trouve que, comment dire, la communauté du logiciel, hein, globalement, quels que soient les secteurs, évolue dans ce sens-là, dans une intégration. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, l'ingénierie de la qualité concerne l'équipe, concerne l'ensemble de l'équipe avec les rôles de testeurs qui irriguent ça aussi maintenant, hein, qui irriguent de leur savoir-faire. Alors, après les aspects organisationnels, il y a la question des compétences que vous avez déjà abordée. J'imagine qu'il ne s'agit pas pour les testeurs de retourner à l'école et d'oublier tous les acquis d'expérience et de certification, ISTQB, etc., qui ont été justement travaillés pendant toutes ces années. Vous l'avez déjà dit, mais peut-être pouvez-vous élaborer un petit peu plus sur les aspects de compétences et d'acculturation dont on a parlé dont vous avez parlé là, que vous avez évoqué rapidement sur la partie organisationnelle. Oui, alors c'est effectivement le pilier 2, hein, donc on a vu cette évolution qui est un élément important. Alors c'est vrai que le rôle du testeur va évoluer, mais par rapport à ce qu'on vient de dire notamment, je crois qu'il va évoluer en capitalisant sur son socle de compétences sur le métier du test acquis au fil des années. Et ça, c'est important. On est vraiment dans une évolution et on n'est pas dans une révolution de ce rôle. On est dans une évolution pour effectivement s'intégrer dans l'agilité. Je discutais encore hier avec un client que j'accompagne sur les formations qu'on pouvait mettre en place justement sur le sujet. Et il me disait, oui, bon, bah, effectivement, sur ce qui est technique de conception, bon, ça, c'est des choses qui sont acquises. Je lui dis, ça serait quand même bien d'en reparler parce que justement, dans l'agilité, ce qui va être important, c'est vraiment la pertinence du test. C'est pas seulement faire des tests, c'est faire les bons tests. C'est faire les bons tests, c'est choisir, aller vers une efficience encore plus renforcée du test. Et là, les compétences sur les techniques de conception, sur l'utilisation des valeurs limites, sur les classes d'équivalence, sur ce genre de choses, il est encore plus important. Donc, en fait, on voit bien qu'on est en train de renforcer ce socle. Bien sûr, de le faire évoluer parce qu'il y a je dirais, les sujets sur l'agilité, il y a le shift left, hein, le fait que le testeur va devoir, il est nécessaire en fait qu'il soit impliqué très tôt dans le cycle de construction du produit, qu'il puisse accompagner le product owner dans la définition des critères d'acceptation, etc. Donc, il a effectivement un rôle qui évolue, qui est plus en amont, qui bien sûr se complète d'éléments d'agilité qu'il doit maîtriser, qui se complète d'éléments techniques que l'on a vus, notamment pour prendre en compte l'automatisation le plus tôt possible. Voilà, donc tout ça, effectivement, on est dans cette évolution et il ne faut pas laisser le testeur s'adapter tout seul à son niveau dans son coin. C'est pour ça que la formation, l'accompagnement des testeurs est important. L'ISTQB a effectivement mis en place depuis longtemps déjà, je dirais, un module de formation sur le testeur agile. Mais il y a aussi d'autres modules. Il y a effectivement sur la pratique de la TDD, hein, des tests d'acceptance. Il y a effectivement des formations avancées sur la partie agilité technique. Et puis, il y a effectivement d'autres formations qui commencent à être mises en place autour de SAFe et surtout du test dans SAFe. Donc l'offre de formation, elle évolue et il faut vraiment vous en saisir pour apporter, je dirais, à l'ensemble de vos collaborateurs voilà, ce qu'il est nécessaire pour qu'ils puissent évoluer à nouveau en étant confiants dans cet environnement et pas méfiants en disant oui, bah voilà, je ne vais pas avoir ma place, etc. Il faut vraiment les accompagner et c'est vraiment le message important.
peut-être pour appuyer ce que tu dis, Françoise, je vous ai mis le lien sur istqb.org que vous connaissez, mais si vous y allez, vous verrez que le site est nouveau, mais sur le schéma ISTQB, vous verrez, dans le track agile, au niveau avancé, il y a 2 formations, il y a 2 certifications. L'une qui s'appelle testeur technique agile, l'autre qui s'appelle Agile Test Leadership at Scale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il y a bien 2 directions à renforcer. L'une qui est sur les compétences techniques des testeurs, dans l'agilité qu'on vient d'évoquer, liée à l'automatisation. Et l'autre, c'est le leadership dans l'organisation. C'est justement irrigué de cette bonne compréhension de la qualité in fine et de la façon de bien tester, de la pertinence des tests. Donc, et suivant les profils, ça ne veut pas dire que vous devez chercher à avoir des moutons à 5 pattes. Hein. C'est un risque et une contradiction, évidemment. Ce n'est pas ça qui est le sujet. Le sujet, c'est de se dire, en fonction de l'histoire et des compétences, du parcours de mes collègues, des membres de l'équipe, eh bien, finalement, il y a 2 trajectoires pour eux. Il n'y en a pas qu'une. Hein. En fait, trop souvent, on imagine qu'il n'y a qu'une trajectoire, c'est aller vers le coding, quoi, aller vers plus de sujets techniques et qui, évidemment, peut être en même temps toujours moins pertinent des tests quelque part, moins de compétences métiers. Et non, ce n'est pas ça. Il y a les 2 voies et vous voyez, je vous incite à regarder justement cette certification récente, elle est encore en bêta, qui s'appelle Atlas, Agile Test Leadership at Scale, à l'échelle, parce que justement elle correspond au positionnement des testeurs dans leurs compétences à partir de la compréhension fine de ce qui est important à tester, leur connaissance métier et la façon dont ça irrigue dans l'équipe. Donc, vous voyez, c'est juste pour dire que trop souvent, récemment, on a entendu des discours comme quoi le testeur fonctionnel, c'était juste mort. Mais non, pas du tout, pas du tout. On a au contraire une mise en avant pour une partie de ces rôles autour de l'impact dans l'équipe. C'est très bien ce que tu dis là, Bruno, parce que ça répond à une question qui a été posée sur le fait que certains voient une pression. Alors, je lis la question il y a une très forte pression sur l'automatisation des tests et la tentation de la confier aux développeurs d'une part, et de l'autre, il y a l'émergence des technos d'IA qui font un peu fantasmer. Et dans ce contexte, on voit que certains testeurs s'interrogent sur leur évolution de carrière et sur le bien fondé de leur rôle. Et là, tu viens de répondre finalement à cette interrogation, donc, en disant que clairement, il y a un avenir, évidemment, au rôle du testeur, et que ce métier-là est un vrai métier, une vraie carrière. En fait, vous savez, les tests les moins chers, c'est ceux qu'on ne fait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un des rôles les plus importants, c'est de distinguer à un moment donné ce qui est prioritaire, ce qui doit être réalisé, ce qui est pertinent. Et ça, c'est une connaissance intime des enjeux liés au produit, mais aussi un savoir-faire de testeur dont nous, on est persuadé vraiment que, en fait, il va se valoriser. Et c'est un petit peu à contre-discours, je suis d'accord. Et pourtant, voilà, c'est ce qui va se passer. Et c'est pas, voilà, ce besoin-là, ces compétences-là, c'est celle-là qui va se valoriser. Ah, on voit arriver Jérémy Delay. Alors, à ce stade, effectivement, de notre e-conférence, un peu pour rythmer les choses, je propose à notre invité, Jérémy Delot, qui travaille donc précisément sur l'ajustement des activités de l'ingénierie du test et de la qualité et de l'automatisation des tests au sein de Crédit Agricole Assurance, de nous dire s'il se retrouve dans les éléments partagés jusqu'à maintenant. Et peut-être, Jérémy, auras-tu aussi une ou plusieurs questions à poser à nos experts. Donc, je te laisse prendre la parole. Merci beaucoup, Michel. Bonjour à toi, à Bruno et à Françoise aussi. Merci de m'avoir invité. Effectivement, au sein de Crédit Agricole Assurance, on a lancé la transformation du test dans l'agilité depuis début 2020. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les étapes qu'on a fait au tout départ, on les retrouve dans vos piliers 1 et 2.
Par exemple, on a démarré en définissant la politique de test, avec vraiment une vision globale de l'ensemble des phases de test, que l'on soit en cycle en V ou en agile. Et ça a permis à chaque intervenant de comprendre qui fait quoi et à quel moment. Donc ça, c'était déjà pas négligeable. Également, ce que l'on a fait, c'est qu'on a défini un cursus dédié à la formation des testeurs. Et aussi, on a dédié des rôles fonctionnels dédiés au métier du test pour désigner des QA, des testeurs seniors, etc. Également, ce qu'on a fait, c'est intégrer le rôle de QA dans les squads. Au départ, on les a sensibilisés, mais on a vu que ce qui était nécessaire, c'était qu'il y ait un QA vraiment qui intervienne spécifiquement et qui ait ce rôle dédié et qui ait cette formation dédiée au test. Et puis, ce qu'on a défini, c'est des pratiques de test sur les tests applicatifs au niveau Q2 dans la squad, en mettant en place la cérémonie de 3 amigos, en formalisant les tests en Gherkin, mais aussi en ayant une approche de conception visuelle des tests, des parcours de tests avec Jest. Donc là, on se retrouve totalement dans ces 2 premiers piliers et nous, on veut accélérer les choses, notamment sur l'automatisation. Et on se posait la question, est-ce que le rôle du QA ne va pas encore évoluer? Parce que voilà, il est intégré dans la squad, mais nous, ce qu'on veut, c'est que la squad soit autonome pour automatiser. Alors, on a essayé plein de choses pour l'automatisation depuis 2020. On a essayé de mettre un automaticien qui est intégré. On a essayé des outils open source, des outils payants. Ça n'a jamais marché, ça n'a pas été probant. Alors, il y a plein de raisons, je pourrais vous les citer. Une des raisons principales, c'est que, un, ça coûte cher, et deux, la squad n'a jamais le temps d'accepter d'intégrer cet automaticien pour lui donner la matière et l'automatiser. Donc, ce qu'on s'est dit, et j'ai pas retrouvé ça ailleurs, c'est de se dire, voilà, c'est le QA ou le BA finalement, voire même le PO, qui va automatiser. Alors, c'est pour ça, dans les compétences, on voit voilà, qu'il y a un tout petit peu de connaissances techniques, mais pour ça, en fait, on est parti sur une expérimentation plus no-code avec un outil comme Agilitest. Alors, c'était pas de fournir uniquement l'outil, c'est qu'on a accompagné quand même la squad avec un automaticien qui va les aider à monter en compétence sur l'automatisation, les critères d'éligibilité, mais aussi pour les outils, pour les accompagner à l'outil, les bonnes pratiques de structuration, du script, etc. Mais ma question, c'est est-ce qu'on part dans la bonne direction? Et est-ce que c'est ça l'avenir finalement, c'est de donner la squad l'autonomie, le QA à faire lui-même l'automatisation, et quels sont les pièges finalement à éviter? Je pense que vous êtes dans la bonne direction. C'est-à-dire que, en fait, l'élément clé, c'est aussi de bien avoir en tête la pyramide des tests, de bien se dire que le point important, c'est la valeur ajoutée des tests automatisés fonctionnels que vous apportez à ce moment-là, de leur impact en matière de prévention des anomalies en production et des anomalies qui comptent, évidemment, et du coup, de bien faire le lien. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est la bonne approche, réellement, de bien faire le lien entre la pertinence des tests, la sélection des parcours à tester, qui est l'élément clé. C'est-à-dire que là où vous allez gagner du temps, c'est dans la bonne sélection, vous allez gagner en efficience, et puis on peut quand même imaginer qu'il y ait du support technique qui puisse venir en appui du QS, c'est-à-dire qu'il ne soit pas non plus forcément sans appui. Voilà, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que le sujet principal, c'est celui-là, c'est-à-dire faire les bons tests, automatiser les bons tests, et donc porté par ce sachant qu'est le QA. Après, le fait que il puisse avoir accès à du temps de support d'un technicien à des moments donnés, et lui-même, bien sûr, en puissance. Ça doit être naturellement fait, à mon avis. Donc, il y a peut-être ce point-là de votre côté qui ne soit pas, tu vois quoi, qui ne soit pas, je veux dire, qui ne se sente pas à un moment donné laissé tout seul, mais la logique est, voilà, la logique est la bonne. C'est ça, en fait. Dans l'automatisation, il y a aussi, pour abonder un peu dans ton sens, Bruno, et il y a souvent eu l'idée de l'automaticien qui travaille tout seul dans son coin. Et en fait,
dans les préconisations sur l'automatisation que nous faisons, nous, chez Smart Testing et sans doute également Open, il y a l'idée aussi que l'automatisation, c'est pas que le sujet de l'automaticien, c'est le sujet de toute l'équipe. Et donc, évidemment, le PO, le business analyst, le testeur, et puis supporté, aidé par éventuellement un collègue plus technique. On l'a dit tout à l'heure hein, sur les 4 piliers, le ciment de ces 4 piliers, c'est la collaboration. Et je trouve que l'automatisation, c'est un bon exemple de collaboration où effectivement le testeur, développeur, service de soutien doivent collaborer ensemble pour automatiser le plus possible partout où c'est nécessaire. Et je rejoins, c'est une vraie difficulté. Hein, Bruno, on constate qu'on ne progresse pas forcément beaucoup en termes de couverture, en termes de… Donc voilà, donc ça va encore bouger. Il y a des outils no-code effectivement qui arrivent maintenant et qui vont permettre effectivement un accès à l'automatisation en limitant finalement le besoin de compétences hyper techniques. Mais voilà, je crois que cette collaboration, elle est vraiment aussi à mettre au service de l'automatisation. On parle de pair testing, de pair programming. Moi, je crois beaucoup au pair automation hein, avec justement de la collaboration sur ces sujets. Alors, ça rejoint une question qui est posée là sur notre forme de questions. Une question qui me semble pertinente, c'est-à-dire, on a parlé de la formation des équipiers agiles, testeurs, de l'équipier agile testeur. Quid des autres équipiers agiles, et notamment product owner, architecte? Voilà la question qui est posée. Et la personne dit, dans mon expérience, je rencontre parfois certains manques de compréhension du testing par ces rôles. Ouais, Michel, c'est un élément… Pardon, vas-y Bruno. Oui, non, c'était juste te proposer d'afficher le pilier 3 hein, et quand on va partager tous les cas, dans le pilier 3, on voit justement l'évolution des pratiques collaboratives. Hein. Juste peut-être pour répondre à cette question-là. En fait, c'était… Excuse-moi Françoise, oui, ouais, c'était pour répondre. Non, mais juste pour dire que, en fait, quand on parle de cette collaboration, l'acculturation, elle ne se fait pas, le changement finalement de pratique, on est absolument d'accord, c'est-à-dire qu'il y a la façon dont les testeurs vont se saisir de l'agilité, des pratiques, etc., du changement de rythme, etc. aussi, et d'intervenir plus tôt, mais ça veut dire que les autres aussi changent, et en particulier côté métier, à la fois du point de vue de la compréhension de quelle façon il est important de réfléchir à l'acceptation lors de la formulation du besoin, et que réfléchir à l'acceptation, au scénario d'acceptation, c'est réfléchir en termes de tests, et aussi dans le fait que ces tests, après, ils sont destinés à faire de la non-agression, etc. Et donc, c'est absolument vrai, c'est-à-dire que dans cette transformation, c'est l'ensemble de l'équipe qui évolue, pas seulement les testeurs, mais c'est à la fois la formation des personnes, mais aussi c'est de la formation action, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que c'est aussi dans la pratique quotidienne de la collaboration, des ateliers, hein, concrètement, les ateliers 3 Amigos, etc., puis la pratique au quotidien qui fait que ça se diffuse. Voilà. Mais après, bien sûr que a intérêt à se former au concept du test, au concept des tests d'acceptation, au concept lié au BDD, à l'ATDD, hein, donc aux pratiques collaboratives. Donc absolument. Voilà, c'était pour lier finalement la façon dont le travail s'organise concrètement en commun et le fait qu'il doit amener les rôles, en particulier ceux de PO, à intégrer cette dimension test de façon structurante quoi, dans leur activité. Françoise, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Vous aviez… Non, c'est ça. Là, on travaille avec un client sur ces sujets-là, justement. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini des personas
pour l'ensemble des parties prenantes. Et on a défini un parcours de formation par persona. Et le product owner en fait partie, les développeurs aussi en font partie. Et on a effectivement ciselé précisément en fonction de leurs besoins, ce qu'ils ont besoin de savoir, à minima, pour que cette homogénéité, ce langage, cette conviction commune sur les tests et la qualité se développe au sein de l'équipe et en dehors de l'équipe au sein des trains. Alors, j'ai des questions. Alors, j'ai des questions sur le chat. J'en ai une déjà qui me dit on a mis en place chez nous le BDD à base de formulation Gherkin pour favoriser la collaboration entre les rôles métiers et l'IT. Mais les métiers n'ont pas tenu la distance, en fait, et avec le Gherkin, en tout cas avec le Gherkin. Et aujourd'hui, ce sont les testeurs qui font les expressions Gherkin, ce qui est un défaut de collaboration. Finalement, on perd tout l'atout de la collaboration. C'est ça. L'alignement métier a été sacrifié, voilà ce que je dis, l'alignement métier a été sacrifié sur l'autel de l'automatisation des tests à tout crin. Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Alors, moi, je te propose de passer au slide, les 4, parce que c'est vraiment comment dire, une expérience qu'on a de façon récurrente, que le BDD qui traite de façon très atomique les critères d'acceptation a beaucoup de mal à être bien utilisé par les PO. Et finalement, on se retrouve être dans 80% des cas, hein, ce que moi je constate sur les projets, à être principalement un framework d'automatisation. C'est-à-dire que Selenium, Cucumber, pardon, égale dans 80% des cas un framework d'automatisation. Et donc, perdant au passage, finalement, ce qu'on attend d'une formulation d'un scénario. Et là où on pense qu'il y a une alternative, en particulier dans une vision parcours applicatif, avec évidemment la relation avec les cas, les règles métiers, eh bien, c'est de scénariser de façon graphique, de façon visuelle, hein, pour exprimer les parcours applicatifs, lier les règles et pouvoir partager autour de ça les scénarios d'acceptation, créer les scénarios d'acceptation, pour avoir finalement une vision qui n'est pas uniquement au niveau donc du critère d'acceptation de la user story, mais bien dans le contexte d'usage. Parce que, in fine, ce qui est important, c'est le contexte d'usage, le flow métier. Et là, effectivement, on arrive mieux à incarner, formuler et finalement représenter en collaboration. Donc, en synthèse, la structure du Gherkin, hein, le langage Given Wenzen qui est utilisé dans le BDD nous restreint un petit peu, là où la partie visuelle nous permet d'avoir une vision facilement orientée parcours applicatif et partagée. Ça répond bien à une question qui est posée là par un de nos participants qui nous dit les principaux défauts de qualité que je rencontre aujourd'hui sur des projets en agilité à l'échelle sont liés à des problèmes d'intégration des composants produits par les différentes feature teams entre eux. On voit bien que c'est effectivement la difficulté à avoir la vision globale et que des parcours applicatifs visuels peuvent contribuer à redonner. Est-ce que je me trompe, Bruno? Alors, ouais, j'ai envie de passer la parole à Françoise parce que justement, elle est là dans des missions en cours de déploiement safe et je trouve que c'est bien de l'incarner sur des projets safe concrets. C'est vrai que la vision de bout en bout est importante. Donc, justement, l'organisation dont on parlait tout à l'heure, hein, le premier pilier, c'est de dire effectivement comment on s'organise sur ces sujets de feature team ou d'équipe, jusqu'où vont les équipes, comment les relais sont pris, comment la synchronisation entre les équipes est faite
comment l'alignement est fait à partir des parcours visuels, éventuellement parcours métiers, comment collectivement, je dirais, les process de bout en bout sont pris en compte. On a actuellement des échanges sur le rôle de la system team sur ces sujets-là. On est vraiment là-dedans. L'organisation doit dire voilà, comment est-ce qu'on adresse ces sujets. Alors là, on est dans des sujets d'intégration de composants que Cyril nous met à jour. Mais on a aussi, je dirais, des sujets d'intégration avec des composants externes parce que les SI sont plus que jamais ouverts sur l'extérieur et on peut avoir aussi des intégrations voilà, dans tout ce qui est banque, assurance, service public. Hein, les briques sont parfois externes et donc il faut vraiment se poser la question de comment on décide de le faire, comment on s'organise pour le faire. Et effectivement, le niveau équipe peut paraître parfois insuffisant sur ces sujets-là. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que le pilotage par la valeur, c'est avoir une vision du flux métier, de son continuité en production, des tests des cas, enfin des parcours qui comptent, hein, ceux qui comptent, et la façon dont on est capable de les formuler, de les partager, de distinguer les problèmes potentiels. Et c'est là aussi où hein, c'est le pilier 4, où l'outillage a son importance. C'est-à-dire que pour que l'équipe soit efficiente, il faut que tout ça soit fluide. Le travail qu'on a fait côté Smart Testing, et on travaille avec Open là-dessus depuis déjà quelques temps, hein, c'est de pouvoir proposer, d'ailleurs, c'est un add-on gratuit de Jira, hein, donc un composant d'édition, mais aussi qui permet de visualiser donc, les parcours applicatifs dans Jira en le liant au user story et en le liant aux tests qui sont couverts, enfin, en visualisant la couverture de tests, à la fois les tests qui sont réalisés, mais aussi dans leur exécution. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a aujourd'hui une plateforme auquel chacun contribue, hein, qui est donc la plateforme de gestion agile, sur laquelle apparaissent les user stories. Et le fait de pouvoir incarner, formuler et capitaliser, hein, parce que ça, c'est un mot important, s'appuyer dessus pour distinguer les parcours applicatifs à tester, les parcours clés, finalement, c'est un outil d'efficience collective. Donc, on voit voilà, que par rapport à la transformation agile, où on a finalement mis de côté des pratiques documentaires qui existaient avant, hein, on les a même arrêtées, hein, eh bien, on est en train de se reposer des questions de comment être plus efficient. Et enfin, moi, il y a un concept qui me paraît vraiment d'avenir, hein, en ce sens-là, c'est la notion de documentation vivante. C'est-à-dire de faire que la scénarisation des tests soit en fait un outil collectif de compréhension de ce que fait le produit, hein, en d'autres termes. Et ça, c'est en train d'émerger. Voilà. Bon. On va peut-être laisser donner une nouvelle fois la parole à Jérémy, notre témoin, qui va nous dire peut-être ce que chez CAS, Crédit Agricole Assurance, la chaîne outillée qui a été mise en place et qui et peut-être derrière il y a une question ou pas, mais en tout cas nous dire un petit peu ce qui a été fait chez CAS sur le sujet de la chaîne outillée. Oui, merci Michel. C'est vrai qu'on travaille sur l'automatisation des squads, on n'a pas trouvé encore le bon dosage, mais ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il fallait d'emblée travailler sur cette chaîne et qu'elle soit prête dès que les équipes ont automatisé. Nous, on s'est concentré dans un premier temps à automatiser les tests de non-régression, c'était déjà une première étape. Et l'idée, c'est qu'on les a intégrés dans cette chaîne outillée. Et en fait, comme tu l'expliquais, Bruno, c'est qu'on a cherché à fluidifier les choses. Au lieu que chaque squad ait leurs propres outils, cherche à les intégrer avec ce qui va bien avec les GitLab, les Jenkins, à s'intégrer, on voit qu'ils perdent de l'énergie. Bon, en fait, nous, on a créé une plateforme de tests automatisés et mutualisés par toutes les équipes de tests. Et en fait, cette plateforme, elle est constituée principalement de machines virtuelles. On a un pool de machines qui est dédié soit à la conception des tests automatisés, donc c'est une machine qu'on met à disposition à la squad, où tout est installé dessus, les outils d'automatisation, peu importe sur lesquels ils veulent y aller, on leur laisse la main.
les flux sont déjà ouverts. Voilà, c'est des comptes techniques, donc pas nominatifs, et chacun peut s'y connecter une fois qu'on leur alloue la machine. Et ce qui fait que nous, dans cette chaîne, bien sûr, on utilise la conception visuelle avec Yes, Yes for Jira, et avec ce plugin aussi Yes avec Agitest, c'est ce qu'on expérimente. Donc voilà, ça permet de concevoir. Mais pour la partie exécution, ce que l'on a fait aussi, c'est que cette plateforme automatisée est interconnectée avec un ordonnanceur dédié à l'exécution. Donc on a des machines qui sont dédiées à l'exécution, ou la squad à la main. Soit elles le font à la demande, depuis Jenkins, ou alors programmer, ordonnancer suite à un build d'une release pour déclencher une batterie de tests, où derrière, ces scripts principalement sont pilotés par les jeux de données, et les preuves de test sont stockées sur un SharePoint avec les jeux de données. Donc ça, c'est la squad qui a la main. Ils accèdent au Jenkins, ils déclenchent leurs tests et ils ont les résultats. L'étape suivante sur laquelle on travaille, c'est de pouvoir publier directement les résultats dans X-Ray. Voilà, on est l'ensemble cohérent des métriques et des reportings de tests. C'est ça. Et effectivement, plus ces tâches techniques sont automatisées, plus la fluidité de la chaîne, plus on peut se focaliser sur les choses importantes, c'est-à-dire la pertinence des tests, est-ce que la couverture de l'usage, enfin des choses clés, hein, et puis évidemment augmenter finalement ce patrimoine dans cet objectif-là. C'est l'objectif de Merci Jérémy pour ce témoignage, pour cette explication. On arrive pas loin de la fin de cette conférence. Il y a une dernière question que je voudrais poser aux experts au nom d'un de nos participants, qui nous dit: l'adoption de l'agilité amène à une forme d'abandon de la constitution d'un référentiel d'exigence. Les parcours applicatifs de test permettent d'établir un référentiel de test accessible. Est-ce qu'un tel référentiel de test ainsi constitué, donc de parcours applicatif graphique, peut permettre un remplacement du référentiel d'exigence? Bruno, je pense que tu es bien placé pour répondre. Alors, en fait, justement, tout le sujet, enfin, il y a un double sujet. Il y a le sujet exécutable, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on a formulé est tout le temps à jour parce que ça correspond au test qu'on exécute, et en même temps, il faut avoir une certaine abstraction, entre guillemets, ce n'est pas une abstraction, mais une capacité à être facilement accessible. Et effectivement, comment dire, les parcours applicatifs avec la visualisation des règles et des critères des cas, en fait, hein, c'est-à-dire y compris des valeurs aux limites, y compris des valeurs qui sont testées, permettent finalement de visualiser les cas qu'on traite, les cas que l'application traite, de capitaliser dessus et de la partager, y compris avec des gens qui ne sont pas du tout concernés par le test, mais qui sont par exemple intéressés par savoir qu'est-ce que l'application est censée faire quand il se passe telle chose. Donc oui, je crois qu'il y a un très gros potentiel, en fait, pour d'efficience collective, en capitalisant sur cette information, en la partageant dans des wikis ou dans des informations plus facilement accessibles à l'ensemble des parties prenantes, et donnant lieu finalement de traçabilité de ce que l'application fait, à partir de comment on la teste. Mais tout ça, ça veut dire qu'effectivement, on arrive à une certaine maturité dans l'usage de ces représentations, hein, finalement, et puis que dans la liaison avec les tests automatistes, avec l'ensemble de la chaîne. Très bien, on arrive au terme de cette e-conférence, hein, il est 13h exactement, donc on a tenu le timing. Je vous rappelle que cette e-conférence a été enregistrée, que vous recevrez un lien à partager avec vos collègues absents aujourd'hui, ou aussi pour vous, pour revisionner cette e-conférence. Je vous rappelle également le livre blanc qui est accessible sur notre site web Smart Testing et celui d'Open. N'hésitez pas à le télécharger, à le partager avec vos collègues, hein, à nouveau. Restez aussi à l'écoute pour la mise en ligne de nos vidéos, hein. C'est une façon de revoir l'analyse de chacun des piliers dont on a parlé aujourd'hui en vidéo en 5 minutes, donc c'est assez court et assez monté et donc facile à digérer. Et puis c'est aussi le moment des remerciements, donc je remercie d'abord nos participants, nos experts,
Et puis aussi, je remercie les équipes d'Open et de Smart Testing qui ont œuvré en backstage, en coulisses, depuis des mois en fait, hein, pour que ce contenu de qualité vous soit rendu sous divers formats, eux-mêmes de qualité. Donc je pense notamment à Caroline Destor, à Laure Le Seleuse, à Élodie Bernard. Merci à toutes ces jeunes femmes pour leur apport pour cette e-conférence. Donc, on va se quitter. Je vous remercie beaucoup de votre participation encore. N'hésitez pas à télécharger le livre blanc et vous recevrez un lien pour visionner cette vidéo, cette e-conférence ou la partager avec vos collègues. À bientôt et bon appétit à tous. Michel, je dirais, il y a bientôt à la JFTL. Hein, ah oui, il y a bientôt à la JFTL. On se retrouve tous à la JFTL, absolument. Le 13 et 14 juin. Le 14 juin. Ouais, le programme est en ligne, donc voilà, j'espère qu'on vous y verra. Ça serait top. Merci à tous. Bon appétit. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.